Nous sommes à Tiasalé, qui est la commune qui a une histoire politique récente. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune acteur qui se bat. Il n'a pas eu besoin d'un parti politique. Il s'est jeté comme un ballon d'essai et son essai a pris. Ce monsieur mérite notre attention, mérite que nous l'écoutions pour que le projet qu'il ambitionne de réaliser pour la Côte d'Ivoire, ce projet-là puisse se dérouler sans écueil. Mais il est pacifique. Pour le peu de temps que nous avons vécu, passé en sa compagnie, Assalé Temoko n'est pas un belliqueux. C'est un homme de paix, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout. Celui que je reçois aujourd'hui, il s'appelle Temoko Assalé Antoine. Bon, il va tout à l'heure nous dire, monsieur le député maire, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, qui est Antoine Assalé Temoko? Eh bien, Assalé Temoko Antoine est un citoyen ivoirien qui se définit comme un enfant du terroir, qui a les pieds dans les traditions du pays, qui a la tête dans le modernisme et qui a compris que la Côte d'Ivoire, le pays dans lequel nous vivons, est un grand pays, qui a besoin que tous ces enfants qui ont des projets, tous ces enfants qui ont une certaine vision se mettent à son service. Et donc, depuis l'université, déjà, j'avais compris que j'aurais un rôle important à jouer en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis cette période, je me suis mis en chemin pour dénoncer un peu l'état de notre pays. Et puis maintenant, les choses avançant, j'ai pris goût à la chose. Et aujourd'hui, après être passé par la case prison, après être passé par la case de journalisme... Bon, prison même? Oui, en 2007, j'ai été arrêté à la suite de la publication d'un article qui dénonçait la corruption dans le système judiciaire d'un pays imaginaire qui, évidemment, ressemblait trop à la Côte d'Ivoire. Et donc, de ce fait-là, l'appareil judiciaire ivoirien m'a fait arrêter, jugé, condamné à 12 mois de prison pour diffamation envers les institutions et envers les autorités. Et donc, en prison, je me suis forgé de vraies convictions. Et vous avez passé les 12 mois? Oui, j'ai passé les 12 mois à la MACA. Et donc, en sortant des prisons, j'avais un projet d'abord de vie, puisque mon casier judiciaire ayant été touché par ma condamnation, les pratiquement 20 ans que j'avais passé sous les bancs ne devaient me servir à rien, puisque je ne pouvais pas passer de concours en Côte d'Ivoire. Donc, mon destin le plus sûr était de retourner au village et devenir un planteur ou un acteur du village. Heureusement, c'est Dieu qui a le destin des hommes en main. Et cet emprisonnement, au contraire, a permis de réaliser en quelque sorte mon destin. Et donc, depuis, je me suis engagé pour la Côte d'Ivoire. D'abord, en tant que journaliste, j'ai fondé un journal qu'on appelle l'Éléphant déchaîné, qui revient maintenant. D'investigation. Un journal d'investigation, qui était d'ailleurs le seul à l'époque, il y a quelques autres journaux sur le terrain, et qui a travaillé vraiment sur les questions de gouvernance. Et aujourd'hui, je me suis engagé en politique. Et donc, Assalé Temoko, c'est un peu résumé son parcours qui est là. Quelqu'un qui a été fouetté dans son orgueil, a été fouetté dans ses convictions par le système et qui a décidé de se battre contre le système avec ses moyens en lui, intellectuels, culturels et, j'allais même dire religieux, qui lui permettent aujourd'hui d'avoir une sorte de couverture spirituelle pour agir dans ce sens-là. Donc en Côte d'Ivoire, on ne peut devenir en politique en faisant un tour en prison. C'est parfois, quasiment, oui. C'est tout le parcours de tous les hommes politiques, sauf, je crois, le président Ouattara, le président Bédié, qui n'ont pas fait de prison. Les autres, oui, ça a été une école de formation. Voilà, le président Ouattara, le président Bédié n'ont pas fait la case de prison parce qu'ils ont été déjà avec le système dès le début. Et par conséquent, ils n'ont été opposants qu'à une période précise où se trouvait au pays quelqu'un qui avait combattu toute sa vie pour la démocratie. Et donc, par conséquent, ils en ont échappé.
Mais en Afrique, vous savez que le résultat le plus certain, quand on s'engage contre le système, c'est d'abord de faire un tour en prison. J'allais dire, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Comment on se prépare à ça? C'est un pèlerinage. Voilà. Quand vous commencez déjà, vous savez que forcément, ça va arriver parce que les gens sont réfractaires à la critique, les gens sont réfractaires aux personnes qui ont cet esprit un peu rebelle et qui combattent le système. Donc très souvent, on finit par se retrouver en prison. Donc j'ai fait mon tour en prison, j'ai fait ma part d'emprisonnement. C'est un baptême. Oui, j'ai fait mon baptême du feu, comme on le dit, en prison. Et puis donc depuis, je me suis engagé vraiment dans la politique pour essayer de faire autrement et essayer d'appliquer sur le terrain toutes ces convictions que j'ai épousées depuis l'université et qui me sont chevillées au corps et avec lesquelles je me bats sur le terrain pour la Côte d'Ivoire. Assalé Timoko, vous avez brigué par 2 fois la magistrature suprême de la cité de Tia-Salé. Pourquoi avoir choisi spécifiquement Tia-Salé? Alors, vous savez que je ne suis pas arrivé à la politique comme ça sur un coup de tête. Mon projet, c'était d'abord, avec mon journal, de faire en sorte que les Ivoiriens réalisent que ce que nous devons construire comme société, c'est une société de valeurs. Et que les ressources publiques qui sont les biens de tous devraient être gérées au bénéfice de tout le monde. Et non accaparées par un clan qui s'en met les poches tous les jours au vu aussi de tout le monde. Donc j'ai consacré mon journal à lutter contre la corruption et à dénoncer tout ce qui était acte anti-bonne gouvernance pour qu'il y ait des retours derrière, que l'État réagisse. Vous savez, il y a un acteur de la société civile au Burkina qui a dit une chose très intéressante par rapport aux journalistes. Il a dit que les journalistes ne sont pas des magistrats, ils ne sont pas des policiers. Leur rôle consiste à lever le lièvre et c'est à la société et à l'État de poursuivre ce lièvre-là. Donc notre rôle consiste à mettre à la disposition des décideurs des informations recoupées, documentées, sourcées, pour qu'à partir de cela, il y ait des enquêtes approfondies pour sanctionner. Mais quand vous prenez les risques pour faire ce travail et que par derrière l'émotion que votre révélation crée ne dit que le temps de la lecture, vous comprenez que le quatrième pouvoir, comme on l'appelle, n'a pas de pouvoir dans notre pays. Et par conséquent, à un moment donné, vous vous dites, eh bien, à quoi j'essaie réellement à faire ce travail-là? Est-ce que je ne pourrais pas être plus efficace pour mon pays en descendant moi-même sur le terrain pour récupérer un appareil de décision pour agir et montrer comment les choses peuvent se faire? Voilà l'idée qui m'a motivé, j'allais dire. Et pourquoi la destination, c'est à Tia-Salé? Mais il faut bien commencer quelque part. Je suis de Tia-Salé, je suis un enfant de Tia-Salé. Je suis né ici, et donc j'ai mes pieds ici, j'ai toute ma vie ici. Et donc, la décision a été prise de servir le pays, j'ai voulu commencer par chez moi d'abord. D'abord par me présenter aux législatives, parce que mon ambition était d'aller au Parlement pour être une sorte de seconde voix à mes enquêtes journalistiques au sein du Parlement. Donc en 2016, je suis venu me présenter aux élections législatives. Malheureusement, j'ai échoué. Mais en faisant la campagne, notre slogan était une très belle phrase de Nelson Mandela qui a dit à l'époque qu'en politique, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Donc, avec ce slogan-là, nous avons fait campagne pour dire, nous venons d'arriver sur le terrain. Il y avait des barons sur le terrain, le PDCI, le RADP, le FPI à l'époque, qui étaient sur le terrain et donc qui avaient pratiquement le territoire en main. Donc, nous sommes venus comme un cheveu sur la soupe pour essayer de bousculer un peu ces baobabs-là. Et nous avons été aux élections. Avec 7 candidats, nous avons fini 2e. Nous avons perdu d'à peine 16 voix d'écart entre nous et le premier. Donc, cette défaite-là, en réalité, était une victoire pour nous. Pour le premier essai, nous avons fini 2e. Et j'avais même dit à mes équipes qui pleuraient, je leur avais dit, mais non, mais nous venons d'avoir une grande victoire. Nous sommes des gens inexpérimentés sur le terrain politique. On a trouvé des barons qu'on est venu bousculer par un discours cohérent, un discours de rupture. Et notre peuple a fini par comprendre. Mais comme parfois il y a de la méfiance et qu'ils ne nous connaissent pas trop, je pense que leur vote est un message pour nous dire, vous avez parlé, on a entendu, mais vous allez faire un peu votre chemin sur le terrain avant qu'on ne vous donne notre confiance. C'était ce message-là que le peuple nous avait donné. Donc on est resté sur le terrain et après, l'élection qui a suivi, c'était les municipales.
Donc nous sommes allés encore pour essayer les municipales, et cette fois-ci, capitalisant l'expérience de législative, nous avons réussi à gagner devant le candidat, le maire sortant qui était le candidat du pouvoir, hein, le maire du RADP, que nous avons battu dans les urnes. Hein. Alors, donc, depuis, nous sommes au service de notre communauté. En fait, l'objet c'était quoi? Soit aller au Parlement pour démontrer aux Ivoiriens à quoi c'est un député, soit prendre la collectivité pour montrer aux gens qu'on peut être indépendant et être à mesure de diriger avec succès une collectivité. Peu importe le nombre de ressources qu'on a à disposition, mais le peu qu'on nous met à disposition, il faut qu'on démontre à nos parents qu'on peut faire le meilleur, on peut faire le maximum avec le peu. C'était ça le message. Mais Assalé Timoko est parti de rien. Et tout le monde vous a prêté un faire-valoir, quelqu'un qui, la nuit, allait ramper auprès du pouvoir et dans la journée se dire indépendant. Et ça vous a collé quand même, hein? Non, ça ne peut pas me coller parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, les acteurs politiques ont réussi à faire une chose extraordinaire, c'est d'atomiser notre peuple. C'est de le diviser en plusieurs clans. Hein, le peuple du RADP, le peuple du PDCI, le peuple du FPI originel, ou du PPACI. Donc, quand vous semblez évoluer en dehors de ces cercles-là, on vous soupçonne de ne pas être clair. Ici, il faut être soit à gauche, soit à droite. Et donc, quelqu'un qui dit je suis indépendant, il devient totalement suspect. C'est ça qu'on m'a collé. Mais quelqu'un qui tient un journal indépendant, qui pendant 10 ans a fait les enquêtes les plus dangereuses sur les questions de gouvernance en Côte d'Ivoire, sans qu'à aucun moment on arrive à le confondre par un procès. On m'a fait plusieurs procès que j'ai gagnés. On m'a convoqué plusieurs fois à la brigade de recherche, à 8 reprises que j'ai été convoqué à la brigade de recherche. Et chaque fois, je suis sorti de là ragaillardi parce que j'avais fait des enquêtes sérieuses qui avaient permis de démontrer aux officiels que notre journal était un journal sérieux. Et donc, cette indépendance-là, elle n'a pas été conçue comme ça sur un coup de tête. Elle a été conçue par une réflexion en prison. Comment faire pour être différent dans le secteur où on veut évoluer? Donc, en venant à la politique, il était clair que les barons étaient sur le terrain, les appareils étaient bien sur le terrain. Ils avaient les moyens financiers, hein? Oui, les appareils ont les moyens financiers. Oui. Mais nous, on n'a pas les moyens financiers. Oui, alors... Ici, ce que nous avons fait, oui. Vous savez, j'ai participé à la première promotion des jeunes leaders africains, un programme mis en place par le président Obama, qui nous a permis d'avoir une bourse d'État, du département d'État américain, pour aller nous former en leadership aux États-Unis. Après, j'ai participé à plusieurs formations à travers l'Europe, en Suisse, en Allemagne, en France, en Belgique, où on a fait ces formations-là. Donc, dans ces formations, ce qu'on a retenu, c'était que... Dans cette formation, je crois que vous avez eu des voisins qui sont devenus aujourd'hui... Oui, c'est une génération... Les Sonko, oui. Les Sonko, les voilà. Diomaye, voilà. Diomaye Faye, tout. C'est une génération on va en parler, de jeunes Sénégalais, de jeunes Maliens, de jeunes Burkinabés, Congolais. En fait, nous avons été sélectionnés dans 42 pays africains. Ils ont pris 3 jeunes par pays. Donc on était à peu près 120 aux États-Unis. Donc nous avons participé à cette première formation-là. Et nous avons été reçus à la Maison Blanche par le président Obama, avec qui on a passé 1 heure de temps. Quand on sort de là, on a une autre vision des choses. Et donc, cette expérience-là m'a permis de comprendre à quoi c'est la politique, telle qu'elle est faite dans les pays de grande démocratie, qui est totalement contraire à ce qui est pratiqué chez nous ici. Et donc, nous on a compris qu'il y avait une stratégie à mettre en place, que devant notre faiblesse financière, il fallait utiliser l'intelligence, il fallait utiliser la stratégie pour vaincre les grands. Donc on a commencé ici par former des jeunes bénévoles. Vous savez, les États-Unis, c'est le plus grand pays de bénévoles au monde. 90 millions de bénévoles aux États-Unis. Déjà, tu consacres une partie de leur vie par an aux affaires de la communauté. Et donc ça, je suis venu implémenter ça ici, en formant des jeunes dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et dans tous les secteurs, en recrutant des jeunes qu'on a formés en leadership, qu'on a formés au bénévolat. C'est ceux-là qui font la différence dans cette ville. Devant la puissance financière des partis politiques, ce sont ces jeunes-là qui ont une formation, qui ont des convictions, qui portent des valeurs et qui savent que leur bulletin de vote est une arme importante pour avoir le changement. Ici, on a réussi à faire ça. Vous ne pouvez pas avoir le changement si vous ne créez pas la masse critique qui supplante les convictions claniques. Quand vous avez la majorité critique, votre cité, votre communauté est sauvée. C'est ce qu'on a réussi à créer ici. Si on arrive à gagner les élections devant les barons, devant les puissances financières, c'est parce qu'on a une stratégie. On a des jeunes qu'on a formés qui peuvent aller dans les bureaux de vote, qui peuvent faire une campagne sans demander un rond. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont en train de faire, ce n'est pas pour eux-mêmes.
Mais c'est pour la communauté, c'est pour leurs enfants, c'est pour demain qu'ils font ça. Si les gens ont compris ça, forcément ça marche. Donc, les gens ont dit, Saleh, il n'est pas très clair, il est parfois clivant et tout ça. Mais en fait, ils n'ont rien compris. On ne gagne rien sans sacrifice. Sans sacrifice, quoi. On ne gagne rien sans sacrifice. Quand on a été élu maire, on était autour de 28 maires indépendants à travers le pays. Après, vous avez vu le balai. Candidat indépendant, élu indépendant. Après, vous avez vu le balai d'indépendants qui ont basculé dans le RADP. Nous tous, on avait été approchés. Et moi, j'ai refusé. C'est pas la compétence que je n'ai pas pour être dans un parti au pouvoir et même d'occuper demain un poste politique important. Mais j'ai refusé. On vous en a proposé? Ah oui, poste de ministre. Tous les partis m'ont proposé ça. Tous les partis. Rejoignez-nous, on va vous donner une vraie carrière, ainsi de suite. Mais on a refusé. Quand on a gagné la législative, ça a été pareil. On était 27 députés indépendants. Mais ils sont tous partis. Moi, je suis resté. J'aurais pu partir aussi. Et j'aurais pu profiter de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait un poste de responsabilité dans ce pays parce que j'ai une crédibilité, j'ai un peuple derrière moi et donc j'ai une valeur politique sur le terrain. Mais tout ça, j'ai dit non. Moi, je vais rester indépendant parce que j'ai une ambition, c'est de faire autrement. C'est d'amener les Ivoiriens à comprendre à quoi c'est un maire, à quoi c'est un député, à quoi c'est un président du conseil régional, enfin, à quoi servent les élus. C'était ça, mon projet. Et donc, dans ce projet-là, personne ne peut me détourner. D'ailleurs, comme on le dit, Dieu sait faire les choses. Les élections municipales de 2023 ont été pour moi l'élément qui a permis de clore le débat définitif sur mon indépendance. Parce que si j'étais proche du parti au pouvoir... Quel souvenir Saleh Timoko garde de ces élections locales où il y a eu... votre première victoire a été contestée, annulée, oui. Et il y a eu une deuxième, oui. Et vous avez gagné. Oui, mais justement... Qu'est-ce que vous retenez de ce combat? Non, ce que je retiens, et je l'ai toujours dit, c'est que cette élection, on ne devait pas la perdre. Parce que si nous l'avions perdue, cela aurait été le coup de grâce à un projet de société que nous avons mûri, que nous avons mis en œuvre depuis 2016 dans cette ville-là. Et qui, à partir de ça, Saleh devait pouvoir s'étendre sur la Côte d'Ivoire. À savoir que notre pays ne s'en sortira pas tant qu'il n'y a pas une nouvelle classe politique plus crédible, plus déterminée, plus au service des populations. C'était ça, ce projet-là. Et donc 2023 était pour nous un vrai défi que nous devions relever. Ça vous a beaucoup inquiété, paniqué, hein? Votre adversaire aurait dépensé près de 1 ou 2 milliards. Oui, mais en fait, on n'a pas été inquiet parce que nous avions compris qu'en réalité, ils n'avaient rien compris. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pensé que l'ancienne façon de faire la politique, qui consistait à acheter les voix, à acheter les hommes, à acheter tous ceux qui avaient un peu de voix dans une communauté pour pouvoir gagner une élection. Ils ne savaient pas que pendant 6 ans, pendant pratiquement 7 ans, dans le silence, nous avions construit un nouveau citoyen dans cette ville, dans les villages, dans les campements, dans les quartiers. Et même les tout petits de 5 jusqu'à 10 ans, on les a construits. Et ce peuple-là a tout compris en réalité. Mais nos adversaires n'ont pas compris ça. Ils ont pensé que l'argent pouvait faire l'élection. Donc ils n'ont pas lésiné sur les moyens en termes de ressources humaines, en termes de moyens financiers. Ils ont tout mobilisé. C'est autour de 2 milliards qu'ils ont dépensé. Nous sommes témoins de ce qui s'est passé ici. Nous avons vu le déploiement de l'appareil d'État. 7 ministres sur le terrain, des directeurs des ressources humaines des sociétés d'État sur le terrain, de l'administration sur le terrain, pour tout ça intimider les fonctionnaires, les élus du parti au pouvoir qui ont envahi la ville, et tout ça contre qui? Contre un indépendant qui a lancé une collecte. Voilà. Parce qu'il n'avait pas le moyen, il était obligé de dire, bon, écoutez, venez-moi en aide parce que la machine en face est trop lourde. Mais justement, on avait gagné la première élection. Nous avons gagné proprement l'élection. Il n'y a eu aucune fraude, il n'y a eu aucun incident. Mais les gens n'ont pas accepté la défaite parce que c'est une défaite d'État, puisque c'est l'État qu'on a engagé ici en réalité. Et donc, ils ont utilisé ce qu'ils pouvaient utiliser comme moyen, ils ont l'appareil en main pour faire annuler notre victoire. La décision rédigée par les juges que j'ai lus, j'ai fait aussi du droit,
même si je ne suis pas dans la pratique, mais on connaît un peu les normes. Je n'ai jamais lu une décision aussi médiocre en termes de raisonnement logique, en termes de raisonnement juridique. Pour justifier l'annulation de notre victoire. C'est une décision qui ne rend même pas hommage à notre justice. Mais on a fait contre mauvaise fortune, bon cœur, parce que l'élection a été annulée simplement sur la base d'absence de stickers, qu'il n'y avait pas de stickers sur les PV. Alors que la haute cour de justice de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, a rendu plusieurs arrêts qui font faute de jurisprudence en Côte d'Ivoire, qui disent que l'absence de stickers ne peut constituer une preuve ou bien un élément suffisant pour annuler une élection, à partir du moment où tout le processus qui a amené au résultat final n'est pas contesté. Mais comment on peut se lever pour annuler une élection sur la base des stickers, alors qu'il s'agit d'une élection couplée, mairie, conseils régionaux? Alors la même élection, les deux élections se passent le même jour. Pour la mairie, il n'y a pas de stickers sur les PV, c'est annulé. Mais pour le conseil régional, il n'y a pas de stickers, c'est validé. Comment on peut construire la démocratie on appelle ça la politique de 2 poids 2 mesures. Ben voilà, c'est du 2 poids 2 mesures. Et ça nous a, au contraire, ça ne nous a pas découragés. Bien au contraire, ça a redoublé notre conscience, ça a redoublé notre conviction. Et on s'est dit, enfin, on a l'occasion de vaincre ce système-là. Donc on ne va pas reculer. Parce qu'en tant qu'indépendant, j'ai fait campagne avec mes économies. Moi, je n'ai pas de ressources des caisses de l'État pour pouvoir agir ainsi. J'ai fait campagne avec mes économies. Mais quand je gagne et qu'on annule, et qu'on doit reprendre au bout de 2 mois l'élection, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour faire campagne? C'est fait sciemment. Voilà, c'est fait à dessein. Ils se sont dit, bon, il n'aura pas l'argent pour faire campagne, et cette fois-ci, on va l'avoir. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que les Ivoiriens savent ce qu'on fait, et que par notre façon de faire, par les positions courageuses que nous avons prises dans des questions d'intérêt national, les Ivoiriens ont commencé à s'intéresser à ce que nous faisons. Et donc, des jeunes Ivoiriens, à partir du Tessalé, ont lancé une collecte, ce qu'ils ont appelé la cagnotte citoyenne, le groupe La Best Team. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens de tous les bords, de la diaspora, même des frères africains, ont cotisé de l'argent. En 3 semaines, nous avons levé 16 millions. On cotisait même 200 francs, 1000 francs, 500 francs. Mais c'était un acte d'une valeur républicaine incroyable. Nous avons gagné avec ça. Nous avons fait un article sur vous avant-hier. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui me disait « J'ai promis 500 000 francs à monsieur Assalé Temoko. Dites-lui qu'après votre rencontre, je vous donne le numéro qui m'appelle, je lui remettrai les 500 000. Je dis, mais ça c'est après la mort. Il dit, non, il faut que je lui remette quand même les 500 000. Donc, monsieur Assalé Temoko, vous êtes tout seul à l'Assemblée nationale, truffé de roses, c'est-à-dire que du RHDP, dont beaucoup nous savons qu'ils n'ont été élus que parce qu'ils ont les moyens financiers, et ils sont à l'Assemblée, et les débats, ils n'y comprennent absolument rien. Et dès qu'on leur dit, bon, ça va pour le président Ouattara, tout le monde lève la main, et que ceux qui comprennent l'essence même d'un élu, ils sont rares. Comment Assalé Temoko, un singleton, physiquement, comme on le dit, vous me ressemblez. Oui. Comment vous arrivez, n'est-ce pas, à faire bouger les choses à l'Assemblée nationale en étant tout seul? Ben, écoutez, je ne sais pas si j'arrive à faire bouger les choses. Dans tous les cas, ce dont je suis sûr, c'est que mes prises de position, ma façon de faire la politique, mes engagements pour les Ivoiriens commencent à faire effet. Ça, c'est certain. Mais comme je le dis souvent, chacun de nous est le fruit de son éducation, est le fruit de son histoire. Ce qui nous a été donné de voir depuis qu'on est tout jeune, c'est que les gens ils viennent à la politique parce qu'ils veulent occuper des postes politiques. Pour la plupart, ils ne viennent pas à la politique parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont un leadership, parce qu'ils ont une vision. Ils viennent à la politique parce qu'il y a un contexte qui est créé, il y a un parti politique qui est au pouvoir, qui a besoin des cadres. Et donc, c'est comme le flux. C'est pour se protéger contre les biens mal acquis, donc pour se munir juridiquement. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs raisons qui président à leur engagement politique. Mais nous, moi par exemple, les raisons qui président à mon engagement politique sont très simples.
le constat est clair. Hein. Depuis une trentaine d'années, depuis la mort de Houphouët-Boigny, la politique telle qu'elle a été faite en Côte d'Ivoire n'a pas été faite pour les Ivoiriens. Elle a été faite pour les hommes politiques. Mais ils sont aussi ivoiriens. Non, ils sont ivoiriens, bien sûr, mais je ne conteste pas cela. Mais la politique n'a pas été mise au service de la communauté. Elle a été mise au service de la promotion des carrières des hommes politiques. Avec les résultats qu'on a connus. À partir du moment où les valeurs qui président à l'engagement politique ne sont pas des valeurs qui concernent la communauté, très souvent, on est dans des compromissions, on est dans des alliances et on est parfois enclin à utiliser tous les moyens pour obtenir un résultat. C'est surtout ça. Et donc, quand je m'engage en politique, je dis comment je fais pour qu'à partir de notre exemple, d'autres Ivoiriens découvrent qu'il y a autre chose qu'on peut faire dans le jeu politique. Parce que les partis politiques classiques, anciens qu'on a connus, qui sont là aujourd'hui, n'ont pas formé des hommes, n'ont pas formé des valeurs. Ils ont formé des carrières pour le leader. Quand vous prenez le cas qu'on vient de voir au Sénégal, Sonko, qui a vécu le martyre devant la répression du pouvoir de Macky Sall. Il a eu l'adhésion du peuple sénégalais, en tout cas pour la grande majorité, surtout les jeunes. Il est candidat à l'élection présidentielle et sa candidature est rejetée après qu'on ait utilisé tous les agissements juridiques contraires aux lois pour l'écarter. Il aurait pu dire, à partir du moment où c'est moi le leader du parti et qu'on m'empêche d'être candidat, on boycotte l'élection, comme la plupart de nos opposants le font, mais comme nos acteurs politiques le font. Mais regardez le sacrifice qu'il a fait. Il a dit non. Ce qui est important, ce n'est pas nous les hommes qui sommes devant, c'est que le peuple comprenne qu'il a un rôle à jouer pour le changement. Donc peu importe celui qu'on met devant, c'est la vision qu'il faut suivre. Il a fait le sacrifice de mettre son numéro 2 à la tête. Il est devenu président. Bassirou est devenu président. Et lui, Sonko, a fait le sacrifice d'être au Premier ministre. Ça vous inspire? Mais ça nous inspire. Au contraire, ça doit parler à nos politiques ivoiriens qui pensent que la terre doit tourner autour d'eux. Et par conséquent, tant qu'ils sont vivants, ils doivent régenter toute la République. Non. Donc tout ça nous parle. Et donc quand vous arrivez dans ce contexte-là, et que vous connaissez le contexte de votre pays, et que vous savez qu'au lieu de construire des hommes, on a construit des clans, vous avez un rôle à jouer pour tirer la masse vers le haut. Mais la délicatesse de politique, la délicatesse, je ne sais pas si je prononce bien le mot, c'est que toutes les institutions qui régissent les élections en Côte d'Ivoire, mais tout est caporalisé, tout est à la sorte du pouvoir. La commission électorale indépendante, le découpage, le listing, voilà, les présidents, Babo Laurent, Bleu Goudé, Soro Guillaume, tout ça, ils ne sont pas éligibles, ils ne peuvent même pas voter. Mais je vais arriver à cette question. Mais pour terminer sur l'avant-dernière question qui concerne le Parlement. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont compris, depuis la crise de la data sur les téléphonies mobiles, où un député, le député Assalé Timoko, vous avez demandé aux gens d'arrêter complètement de donner leurs sous à un opérateur téléphonique pourquoi je fais ça français. J'ai réagi en prenant, je n'ai même pas idée des risques que j'ai pris, des menaces que j'ai subies. J'ai dit à mes camarades, j'ai dit que la période d'avril à mai 2023 est l'une des périodes les plus dures de ma vie. Parce que cette période-là, j'ai senti le poids de la responsabilité que j'avais prise en m'engageant dans ce combat-là. Pourquoi j'ai agi ainsi? On dit que le député vote les lois, les projets de loi, et il fait des propositions de loi. Ça, c'est sa première fonction. La deuxième fonction, il consent l'impôt. Donc, il vote le budget de l'État et il consent les taxes. La deuxième fonction. La troisième fonction, le député, il contrôle l'action du gouvernement. Et ce contrôle-là se fait à deux niveaux. Le contrôle de la régularité des actes que le gouvernement prend au regard du corpus juridique national. Et puis au-delà, la deuxième partie, c'est le contrôle de l'impact des décisions du gouvernement sur la vie et la qualité de vie des populations. Voilà, résumé le rôle d'un député. Quand vous êtes élu, que vous connaissez cette fonction-là, vous avez des textes à voter là-bas, mais en même temps, vous devez savoir que vous êtes les garants
des droits et des valeurs du peuple que vous représentez. C'est pour ça que la Constitution dit que le député n'est pas un député d'une circonscription. Il est un élu national. Il faut que les gens comprennent, et je vais prendre 2 minutes pour expliquer ça. Parce qu'il est élu national et qu'il est le rempart de la société, qu'est-ce que la République fait pour cet élu-là? Qu'est-ce que le peuple fait pour lui? Le peuple lui dit, parce qu'il faut que tu sois à l'abri du besoin pour résister à la corruption, pour ne pas voter des textes contre nous, on va vous verser une indemnité, une indemnité mensuelle de 3 millions, net d'impôts. C'est le salaire? Ça, c'est le salaire, en quelque sorte, du député, au premier niveau. Parce qu'il y a plusieurs niveaux au niveau des parlements. Il y en a qui sont présidents de commission, il y en a qui sont présidents de la conférence. Donc, le premier niveau, donc moi, nous, on gagne 3 52 000 francs, net d'impôts. D'accord? Donc, le peuple te verse 3 millions. Ensuite, le même peuple dit, les textes de loi que tu votes là-bas, pour que tu puisses venir m'expliquer, en faisant le tour de la circonscription, je vais te donner une prime de session. Donc à la fin de chaque trimestre, je te donne 2 250 000 francs que tu dois utiliser pour venir m'expliquer les textes que tu as votés. Donc quand on ajoute 2 250 plus 3 millions, on est à 5 millions. Ça veut dire que dans le trimestre, en réalité, par mois, un député gagne en réalité 4 millions net. Donc le peuple te donne ça. Ensuite, le même peuple te dit, vous êtes mon représentant, vous défendez ma cause, vous êtes mes yeux et mon oreille en haut là-bas. Et donc, il faut que vous puissiez circuler une voiture en bon état. Donc, je vais vous permettre d'acheter une voiture sans payer d'impôt dessus. Qui est le seul dans le pays à qui j'accorde ça. Donc, les députés payent des voitures en début de session, en début de mandature, sans payer de taxes ni d'impôt dessus. C'est net. Ça s'appelle une exonération fiscale. Vous voyez ça? Donc le peuple te donne ça. Le peuple consent beaucoup de sacrifices. Le peuple consent ce sacrifice pour toi. Ensuite, le même peuple dit, comme tu es mon député, tu me représentes, et que parfois il y a des débats dans le monde, il faut que tu puisses voyager pour aller voir comment ça se passe. Et je n'accepterai pas que tu ailles faire rang dans une ambassade pour avoir un visa. Donc je t'accorde un passeport diplomatique. D'accord? Ce passeport-là te permet, quand tu veux voyager, c'est le ministère des Affaires étrangères, tu vas écrire à l'ambassade du pays où tu veux partir et on t'appelle un matin pour dire votre visa est prêt, venez chercher. Vous ne faites pas des rangs. Le peuple te donne ça. Ce même peuple dit, pour que tu aies la santé, tu aies la force de faire le combat pour moi, je t'accorde une assurance 100% maladie. Donc quand tu es malade dans les hôpitaux, tu ne payes rien. Le peuple te consent tout ça. Quand ce peuple a consenti tous ces sacrifices-là, en retour, qu'est-ce que tu fais pour lui? Mais tu le défends. Tes enfants sont dans les bonnes écoles, tu peux payer. Alors que le peuple qui te paye n'a pas les moyens de mettre son enfant dans les bonnes écoles. Donc, quelle est la garantie que le peuple reçoit de ce qu'il te donne? Donc, il faut bien que tu te battes pour lui. Donc, quand je suis là, que l'État, à travers l'ARTCI, le régulateur et les opérateurs économiques du secteur de la téléphonie se lèvent pour augmenter l'Internet, qui exclut pratiquement 90% de la population de l'accès à Internet, ce qui est une violation grave des droits de l'homme, qu'est-ce que fait le député? Mais il faut qu'il prenne la parole pour contester. Voilà pourquoi j'ai agi ainsi. Et que je me suis mis devant, que j'ai porté la parole, que j'ai lancé le boycott contre ces opérateurs-là. C'est une multinationale. Hein? Oui, des multinationales qui ont les moyens de corrompre n'importe qui. Mais je me suis mis devant, j'ai porté la voix et les Ivoiriens ont suivi. On a eu le résultat qu'on voulait, la décision a été rapportée. Voilà le rôle d'un député. Donc au Parlement, j'essaie de jouer mon rôle, qui est que le député n'est pas forcément quelqu'un qui est au service d'un pouvoir. Il n'est pas le représentant d'un parti politique. Il est l'élu du peuple. Donc au Parlement, les textes de loi qui sont conformes aux intérêts du peuple, le député, quel que soit son bord politique, doit pouvoir les approuver. Mais quand il est persuadé que ces textes ne sont pas conformes aux intérêts du peuple, il doit pouvoir dire on n'est pas d'accord. C'est ce que je fais au Parlement du Côte d'Ivoire. Même si c'est voté, mais au moins tu fais le débat, tu prends la parole et tu émets tes réserves. Et comme il y a ce qu'on appelle les minutes du Parlement, demain l'histoire va le récupérer pour dire il y a eu tel texte de loi qui a été voté, tel député, voilà les réserves qu'il a faites.
Et donc, c'est ce rôle-là que je joue. Après, les gens votent, le vote est politique. Les partis politiques donnent des consignes de vote à leurs représentants, leurs députés, qui votent ces consignes-là. Et donc, nous, on s'est dit, on est minorité, c'est vrai, mais notre voix doit porter et les Ivoiriens doivent savoir à quoi c'est un député. Et par notre, j'allais dire entre gens, par notre activisme, je suis sûr qu'en 2026, en 2025-2026, les Ivoiriens iront voter leurs députés avec plus de réserve. Il y en a qui ne vont pas reconduire parce qu'ils n'ont pas fait le combat pour lequel on les envoie au Parlement. Donc, pour finir sur la question que vous avez posée, sur la question des institutions qui fonctionnent mal en Côte d'Ivoire, mais cela est congénital au système politique. Il dit congénital. Oui, c'est congénital au système politique. Comprenez? Récemment, on a fait un test de loi à la suite du dialogue politique qui modifiait un peu le fonctionnement de la CEI centrale. Et j'étais au Parlement, c'est ma commission, la commission des affaires sociales, qui a travaillé sur le texte-là. Et j'ai vu pendant une heure le PDCI, le PPACI et le RADP se battre pour occuper les postes à la commission centrale, pendant une heure au Parlement. Alors que nous sortons d'une élection meurtrière, en 2010, qui a conduit 3000 parmi nos compatriotes dans la tombe. Et on se retrouve au Parlement, alors qu'on sait que cette CEI, telle qu'elle a fonctionné, ne peut pas être crédible pour faire une élection correcte. Les partis politiques, au lieu de poser les questions de valeur, se sont combattus à la plénière, en commission, sur les postes à occuper. Mais quand j'ai pris la parole sur la question, j'ai dit, mais j'étais dans le désarroi, j'étais désespéré de voir qu'on n'a tiré en réalité aucune leçon du drame qu'on a vécu et qu'aujourd'hui, où on a l'occasion de parler encore de la CEI, les partis politiques veulent occuper uniquement les postes. Mais comment on peut avoir une commission indépendante quand les partis politiques sont les seuls représentants de la commission centrale? Donc il est clair que le système lui-même qui dysfonctionne et qui est lié non pas à des valeurs démocratiques, mais à des valeurs qui sont liées à des individus, ne peut arriver qu'à ces résultats-là, où l'appareil judiciaire peut être utilisé, et comme ça a été toujours le cas depuis tous les régimes, l'appareil judiciaire peut être utilisé pour brimer, pour briser des carrières, pour intimider, pour influencer. Donc tout ça, c'est ça que nous voulons combattre. C'est ce système-là que nous voulons abattre. Ce ne sont pas les hommes puissants qui font la démocratie. Mais puisque vous avez été formé par Obama dit qu'en Afrique, ce n'est pas les hommes forts qu'il faut, mais c'est les institutions qu'il faut. Et ces hommes-là, qui dirigent les institutions-là, doivent avoir des valeurs. Et vous incarnez. Et si vous n'avez pas de valeurs, vos institutions, ce n'est pas la peine, elles ne feront jamais le travail qu'elles doivent faire. Monsieur Salamou Tchemoko, quel bilan vous faites de la gestion de M. Alassane Ouattara? Il est en même temps président de la Côte d'Ivoire et président du RHDP. Quel est le bilan que vous pouvez faire en 2 mots? Alors, déjà, dans le futur, lorsqu'on aura l'occasion, la Constitution l'a modifiée. D'ailleurs, vous savez que j'ai proposé une réforme de la Constitution de Côte d'Ivoire depuis avril 2022 et que cette réforme-là, qui est une proposition de loi, jusqu'à présent n'est pas programmée pour être débattue. Et donc, je veux modifier nos constitutions pour faire en sorte que tout ce qui ne concourt pas à renforcer le fonctionnement de nos institutions soit retiré et que tout ce qui peut permettre de renforcer soit intégré. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas être le président d'un parti politique. Ça, c'est très clair. Mais c'était dans la Constitution ivoirienne à l'époque? Non, dans la Constitution de 2000, ce n'était pas dedans. C'est en 2016 que ça a été modifié et que le président du parti peut maintenant devenir le président et rester président du parti alors qu'il est président. C'est une chose qui, d'un point de vue de l'éthique politique, n'est pas bon. Alors, quand pour la Constitution, il y a eu un débat sur la limitation de l'âge pour la présidentielle. Le peuple de Côte d'Ivoire, à 96%, a voté oui. Pour que, à partir de cet âge, les acteurs politiques prennent leur retraite. Il n'y a pas un métier au monde où il n'y a pas de retraite. Dans des pays où nous avons 75% de la population qui a moins de 35 ans, vous ne pouvez pas concevoir que ceux qui dirigent le pays aient 90 ans. Au Cameroun, hein? Bon, ça c'est le Cameroun, moi je parle de la Côte d'Ivoire. 80 ans aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, mais justement, le peuple de Côte d'Ivoire était allé à 75 ans, comme la limite. En 2016, le président Ouattara et son frère Bédié ont refait la Constitution et ont réintégré
la non-limitation de l'âge. En 2016, le pays était très divisé et donc on a eu un référendum qui n'a pas eu pratiquement l'adhésion d'une bonne partie des Ivoiriens. Moi, je voulais offrir encore la possibilité pour une troisième fois de demander au peuple de Côte d'Ivoire de choisir entre la limitation et la non-limitation. Malheureusement, le texte ne parle pas. Il ne passe pas. Alors, le président Ouattara est au pouvoir depuis 14 ans, bientôt. C'est assez... C'est pas assez... Non, vous savez, moi je suis candidat, je suis élu de Tessalé, je suis élu municipal. Le maire et le président de la République ont les mêmes fonctions en réalité. Sauf qu'il y a un qui travaille sur un territoire qui est réduit et l'autre travaille sur tout le territoire. C'est les mêmes fonctions en réalité que les deux ont, mais pas le même pouvoir. Moi je viens de faire un mandat, je suis au début de mon deuxième mandat. Et j'ai déjà dit que je ne me représenterai pas. Parce que j'estime, aux États-Unis, le mandat présidentiel, c'est 4 ans, renouvelable une seule fois, c'est 8 ans. Pourtant, ils sont la première puissance au monde. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de durer au pouvoir sur 30 ans, sur 40 ans, qui fait que le pays avance. Ce sont les hommes. Mais la Côte d'Ivoire est un jeune pays. Oui. On voit les différentes réalisations gigantesques que le président Ouattara il aimerait souhaiter les finir, assister à leur inauguration, à leur mise en route. On ne peut pas finir. Parce que ici, l'État n'est pas un continuum. Hein. Non, on ne peut pas finir. On ne peut pas finir les projets. Par définition, le développement d'un pays est illimité. Donc si un seul homme dit, j'ai des projets en cours et il faut qu'on me laisse les finir, il ne finira jamais. Parce qu'à chaque mandat correspondent des défis. C'est des arguments. Voilà, ce sont des arguments qui ne tiennent pas en réalité. D'accord? Mais c'est notre histoire, nous la vivons ensemble. Et donc, la Constitution a été modifiée. Après, il y a les débats juridiques qui ont tout, avec des acteurs qui disent une chose, le lendemain disent le contraire, qui déroutent le peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on ne rentre pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il est au pouvoir depuis 14 ans. Et il faut reconnaître que sur le plan du développement, sur le plan infrastructurel, c'est une belle réussite. La Côte d'Ivoire, en 10, 13 ans, a connu un vrai bond en termes de développement infrastructurel. À crédit. Oui, c'est pas ça le plus important. Aucun pays au monde ne peut se développer sans endettement. Ce n'est pas possible. Tout est une question de l'utilisation de la dette. Parce que quand on parle de dette, il faut mettre devant la dette les actifs. Vos actifs, ce sont vos réalisations. Tout le monde dit que la Côte d'Ivoire est surendettée et que apparemment l'endettement n'équivaut pas, n'est-ce pas, aux réalités. Non, je vais y revenir. Mais ce que je veux dire sur le bilan, je veux dire qu'en matière de réalisation infrastructurelle, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de voirie, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont propulsé un peu notre pays à un certain niveau de développement. Ça, c'est un fait. Il faut faire preuve de la plus grande mauvaise foi de ne pas le reconnaître. Après, on peut faire le débat sur l'endettement. C'est quand vous concluez vos débats comme ça qu'on dit que vous n'êtes pas loin parce que les autres sont radicaux. Hein. Non, mais le radicalisme n'a pas sa place en politique. On fait des appréciations objectives sur ce que nous vivons. C'est très clair qu'en 10 ans, en 13 ans, la Côte d'Ivoire a beaucoup avancé. C'est clair. Bon, aujourd'hui, en matière d'électricité, quand on prenait tous les villages du Tessalé, pratiquement, ils sont tous électrifiés. Quand j'arrivais ici en 2018, on avait à peine tous les villages de la commune n'étaient pas électrifiés. Aujourd'hui, tous les villages sont électrifiés. C'est important pour un pays. Aujourd'hui, Tessalé était une zone où il n'y avait pas d'eau. On avait des problèmes d'eau ici. Aujourd'hui, on a construit une usine de traitement d'eau ici par l'État et qui permet de servir toute la zone de Salé jusqu'à Sikansi, jusqu'à Dabo, jusqu'à chose comme ça, à Sikansi et tous les villages autour. Vous voyez que c'est bien important, l'accès à l'eau potable. Donc de ce point de vue-là, c'est une réussite. Là où je suis dubitatif, c'est les questions de gouvernance. Droits de l'homme, et c'est là, oui, liberté d'expression. Voilà, c'est à ce niveau-là que... La privation même de liberté. C'est à ce niveau que je suis dubitatif. Parce que j'avais espéré qu'avec le président Ouattara, les questions de gouvernance allaient être extrêmement traitées. Vous voyez, il y a eu une interview du président, l'ancien président du FDFP, M. Joël Nguessan, sur une plateforme des journalistes récemment, où il a déclaré que le secrétaire général du FDFP, qu'il avait contribué à faire nommer, aurait détourné 4 milliards. Et que lui a décidé de débarquer cet individu-là, mais qui n'a pas suivi la procédure, donc finalement les deux ont été débarqués.
Mais le FDFP est une structure sur laquelle moi, en tant que journaliste, j'ai travaillé pendant 4 ans, où j'ai dénoncé plus de 7 milliards volés avec les preuves. Il n'y a eu absolument aucune sanction. Et c'est Gabéji, comme vous le dites, non seulement il n'y a pas de sanctions, mais on peut limoger les coupables sans leur demander de restituer. Mais justement, celui qui parle, qui vient de citer, Joël Nguessan, il est le porte-parole, l'un des porte-parole du parti au pouvoir. Et c'est lui qui dit que le secrétaire général du FDFP, cadre du RADP, a volé, il affirme, il dit qu'il a volé 4 milliards. C'est assez quand même. Il a volé 4 milliards. Un seul individu. Un seul individu. Et c'est le président, le porte-parole du RADP qui le dit, en tant que président du comité de gestion. Mais les deux ont été débarqués parce qu'ils étaient en palabre, mais il n'y a eu aucune sanction. Moi-même, avant cette affaire, j'avais écrit déjà qu'il y avait eu 7 milliards de détenus dans cette structure-là. Tout le monde le sait, il y a eu un audit qui l'a révélé. Il n'y a eu aucune sanction. Donc, de ce point de vue-là, en termes de gouvernance, en termes de lutte contre la corruption, c'est un échec. C'est un échec. Après, on peut chercher les raisons de cet échec-là, mais ce que nous constatons, c'est que c'est un échec. Et que la corruption, c'est vrai qu'au niveau de la perception avec les institutions qui valident ça, on a fait une progression. Mais le citoyen, il ne voit rien. Aujourd'hui, c'est que notre devise, qui est union, discipline, travail, donc qui est officielle, n'est pas la vraie devise pratiquée. La vraie devise pratiquée, c'est le vol, la corruption et l'impunité. C'est un fait. Et donc, sur le plan du développement des infrastructures, le parti au pouvoir, le président Ouattara, a fait de gros efforts, ils ont beaucoup investi et ça apporte à la Côte d'Ivoire. Mais sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la moralisation de la vie publique, c'est un échec. On a créé des institutions. On a créé la haute cour de justice, la haute cour de la bonne gouvernance, voilà, la haute autorité de la bonne gouvernance. On a même créé un ministère de la lutte contre la corruption et tout ça. Tout ça n'a pas eu les effets escomptés. Aujourd'hui, on a un pôle pénal économique qui, en réalité, dans son fonctionnement, ne permet pas de lutter contre la corruption réellement. Donc, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la moralisation, c'est un échec. Et donc, voilà comment on peut décider ce bilan. Il ne pourra pas se rattraper? Non, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas à la fin d'un règne qu'on combat ce genre de choses. C'est dès le début qu'on place les bornes. C'est dès le début qu'on envoie les messages. Ce n'est pas au milieu ni à la fin. Et donc, il faut une nouvelle dynamique. Ceux qui vont venir après eux, il faut que les Ivoiriens soient exigeants et que ces questions-là soient au cœur du débat politique. Bon, la sous-région bouge. Il y a l'AES composé du Niger, du Burkina et du Mali. Assalé Timoko, est-ce que ça vous incite ou ça vous laisse un peu dubitatif le fonctionnement du fait que, de manière très brutale, il s'est dit, bon, les accords France-Afrique, nous on en a assez, on s'en va. Oui, mais comme ça a été le cas pour le multipartisme, ce vent de multipartisme qui a soufflé sur l'Afrique dans les années 90, notamment sur l'Afrique francophone, nous sommes à une ère où les peuples africains sont demandeurs d'une rupture. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de la communication, où nos jeunesses sont connectées au monde entier. Ils voient comment le monde bouge, ils voient comment les interactions se font entre les peuples, et par conséquent, nos jeunesses d'aujourd'hui ne réfléchissent pas comme nos jeunesses d'hier. Tout acteur politique qui ne prend pas ça en compte n'a rien compris. Alors, il y a un vrai vent de demande de liberté, de demande de souveraineté. Ça peut arriver en Côte d'Ivoire? Mais c'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Ça est déjà là. C'est latent, c'est diffus, mais la demande est forte. Et c'est vous qui allez incarner ça? Il suffit d'étendre les oreilles pour l'entendre. Et vous allez incarner ce soulèvement? Non, un seul individu ne peut pas l'incarner en tant que tel. Il faut qu'il y ait des signaux qui démontrent que quelque chose arrive et qui porte de nouvelles valeurs. Et donc ce mouvement qui se met dans le grand mouvement du panafricanisme, il y a plusieurs mouvements panafricanistes, il y a plusieurs approches. Moi, mon approche à moi, c'est que tout doit se faire sous la démocratie. Et que elle n'existe pas, cette démocratie à l'Occident. Mais justement, elle ne peut pas se calquer sur les réalités, les us et coutumes. Mais justement, mais ce n'est pas quand on a 60 ans d'indépendance qu'on va revenir au coup d'État. Ce n'est pas une voie. À chaque élection, il y a des morts. Mais justement, c'est parce que nous n'avons pas contribué à former cette masse critique-là.
Si nos peuples continuent de voter pour des t-shirts, continuent de voter pour 5 000 francs, Pour des sardines. continuent de voter pour des boîtes de sardines, il n'y a pas de démocratie. Ce qui est notre problème, ce n'est pas la démocratie. La démocratie nous pose un problème. On n'a pas de démocrate. C'est ça la différence. Pour qu'il y ait la démocratie, il faut des démocrates. Et Azali Temoko fait partie Ben, moi, je suis un démocrate. Et j'ai chevillé au corps les valeurs démocratiques. On l'a prouvé ici aux élections. Voilà, devant l'armada, devant la violence, devant la tricherie, on a usé de la loi pour vaincre. Donc le contexte, je termine dessus, le contexte ouest africain nous interpelle. Le Burkina, le Mali, le Niger, les militaires n'ont surfé que sur une demande diffuse de le peuple qui demande qu'il y ait le changement. Il y ait du changement, il y ait de la dignité, il y ait du respect dans les rapports entre ces colonies, anciennes colonies et l'ancien colonisateur. C'est une demande qu'il faut prendre en compte. Après, il y a des démarches qu'il faut suivre et il faut être objectif. On ne va pas laisser un maître parler par un autre maître. C'est aucun maître. Bien. Tout est pour le peuple. Monsieur Attalé, on me fait signe que nous sommes quasiment à la fin. 2025, ça vous tente? Mais, enfin, quand je vous dis ça vous tente, oui. Vous comprenez le sens de ma question. 2025, il va y avoir une élection en Côte d'Ivoire. 2025 nous parle. 2025 me parle à un haut niveau. Vous savez que le président Ouattara a fait une interview il y a 2 ans de cela avec des médias internationaux où il a dit cette phrase-là que beaucoup n'ont pas peut-être regardée. Il a dit « Je souhaite, et je le cite, je souhaite qu'en 2025, des Ivoiriens plus jeunes que moi et mes prédécesseurs soient candidats aux élections présidentielles. » Quand bien même que la nouvelle constitution lui permet. Oui, quand même il pourrait se présenter lui-même encore, que d'autres personnes pourraient se présenter, il souhaite qu'il y ait des candidats plus jeunes. Vous ne pouvez pas diriger un pays si vous ne contribuez pas à former la relève. Si vous ne contribuez pas à lâcher les énergies pour que ceux qui vont prendre la relève demain se mettent en chemin. Quand on veut diriger en 2030 ou en 2035, on ne commence pas en 2030, on commence avant 2030. Donc 2025, à tous les coups, nous allons jouer un rôle à ce niveau-là. Soit en tant qu'acteur ou figurant. Non, pas figurant, soit en tant qu'acteur, parce que je suis un élu de la nation, donc j'ai droit à la parole et je prendrai position dans ce débat-là. Pour être candidat ? Pas forcément en tant que candidat. Notre projet clair pour 2025, c'est les législatives, où je vais me battre, former des jeunes pour aller au Parlement en 2025, avec un groupe parlementaire. Mais avant, il y a la présidentielle. Nous sommes en train de réfléchir à la position que nous allons avoir par rapport à cette présidentielle-là. Mais quelle que soit la position, il faut bien qu'elle s'inféode à quelqu'un, un candidat à un mouvement. Mais justement, nous sommes en chemin, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous sommes en chemin parce qu'aujourd'hui, le niveau politique que nous avons atteint nous contraint, puisque au plan local, l'indépendance peut tenir, mais au plan national, il faut forcément un appareil. Nous sommes dans le cheminement pour créer un mouvement politique qui va fédérer des valeurs et qui va porter un combat en 2025 et pour les années qui viennent. Il va s'appeler comment? Il va s'appeler Demain la Côte d'Ivoire. Demain la Côte d'Ivoire. Un vrai concept. Rapidement, vous avez reçu Blé Goudé récemment, ici même, dans vos locaux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et il est venu pourquoi? Écoutez, Blé Goudé est un frère ivoirien, c'est un grand frère qui est de Gagnoua. Pour aller à Gagnoua, on passe par Tia Salé. Pour la première fois, il a appris que j'étais là, donc il est passé pour me saluer et me parler un peu de la nation. Peut-être que plus tard, on pourra avoir des convergences de vues sur des problématiques nationales et on pourra prendre des positions communes demain. Donc il est passé pour me saluer, simplement. Assalé Temoko voit la Côte d'Ivoire comment? Si on ne sait jamais, l'homme n'est pas éternel. Si quelque chose vous arrive aujourd'hui, quel est ce message que vous avez adressé à la jeunesse qui voit en vous une incarnation, une valeur? Je prie pour que Dieu me donne une longue vie. Vous êtes encore une longue vie, j'ai au moins 30 ans de vie encore en bonne santé devant moi. Et donc, je prie pour que Dieu me donne accorde cela. Ce que je peux dire à la jeunesse ivoirienne, et africaine, aussi, c'est de tendre l'oreille. Le changement qu'elle veut, elle-même doit l'incarner. On ne peut pas être à 70% de la population de nos pays et ne pas jouer un rôle dans les choix stratégiques de nos pays. Mais cette jeunesse doit être formée, elle doit être formée en leadership, elle doit être formée en des valeurs, elle doit savoir ce qu'elle veut. Mais il faut des leaders éclairés pour les encadrer. Pendant 30 ans, pendant 40 ans, cette jeunesse a été utilisée pour placer des bâches,
pour faire de la politique des t-shirts. Aujourd'hui, elle doit pouvoir être un acteur du changement. Et donc moi, je veux travailler avec cette jeunesse-là. Je veux être son porte-voix, me mettre devant elle, l'encadrer, lui donner les outils pour prendre des décisions. C'est ce combat-là que je mène aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Alors, et l'Afrique? Sonko... Oui, mais vous savez que ce sont nos générations qui arrivent au pouvoir. Que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit en RDC, que ce soit au Sénégal. C'est ceux-là qui ont participé à ces forums-là qui aujourd'hui prennent le pouvoir. Et que vous connaissez? Et qu'on connaît pour la plupart. Vous connaissez? On les connaît pour la plupart. Vous connaissez? Je connais beaucoup d'éléments de l'équipe de Sonko. Vous connaissez? On se connaît. Vous vous appelez? Pas forcément. Oui, Aujourd'hui, sont des chefs d'État et des premiers ministres. D'accord. Mais dans le grand cercle des jeunes leaders africains, nous avons des réseaux dans lesquels nous nous parlons. Et donc, nous allons travailler ensemble pour faire bouger l'Afrique. Nous allons travailler ensemble pour faire bouger l'Afrique. C'est le mot de fin que Assalet Temoko nous livre. Ça a été tout un combat, mais il est accessible, vraiment accessible. Ça fait 2 ou 3 jours que nous sommes venus dans sa commune pour jauger, pour tester. Parce qu'à un moment donné, nous avons cru que toutes les images qui circulaient sur la toile étaient des images montées. Mais non. Nous avons fait une émission avec lui où lui-même il s'est constitué un guide pour nous montrer les réalisations de sa commune. Assalet Temoko nous a parlé. Assalet Temoko veut que dans son message, vous soyez touchés et que vous adhériez à la cause qu'il défend. J'ai bien conclu? Oui, c'est parfait. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.